C'était le cœur du régime syrien. Derrière ses portes, le palais de Bachar al-Assad, dont les rebelles se sont emparés. Notre reporter Arthur Saradin est le premier journaliste français à avoir pu y pénétrer. Vous le voyez autour de moi, des pièces absolument monumentales, des coupoles, du marbre, de la marqueterie dans presque toutes les pièces qui ont parfois été pillées ce matin par des habitants qui ont découvert pour la première fois ce lieu auquel ils n'avaient pas accès. Les Syriens ont découvert le faste et le luxe dans lequel vivait Bachar al-Assad. La femme de Bachar al-Assad, Asma, était une collectionneuse d'objets de luxe, allant des voitures jusqu'aux bijoux. À l'étage, la population découvre le bureau du dictateur, abandonné. J'étais assez fasciné par ces images du palais présidentiel qui, en plus, et il faut l'imaginer, est un fortin qui se situait sur les hauteurs de Damas, qui était quand même l'endroit le plus sécurisé de toute la Syrie. Moins de 2 semaines ont suffi pour renverser un demi-siècle d'oppression. C'est un régime des plus obscurantistes et voir ce régime tomber, c'était presque inespéré. Tous les rebelles que l'on croise ici nous disent qu'une nouvelle Syrie est en train de démarrer. Avec autant d'espoir que d'inquiétude. L'hypothèse noire, c'est la descente dans le chaos. La Syrie voit renaître la menace djihadiste et plonge dans l'inconnu. Même les chrétiens ils sont heureux. Allahu Akbar. Ma crainte pour la Syrie, c'est qu'on ait une république islamique assez radicale. Les prochaines semaines, elles vont être cruciales. La Syrie tourne une page de son histoire. Le 27 novembre, une offensive militaire fulgurante est lancée par des factions rebelles. Les combattants sont partis de la province d'Idlib. En moins de 4 jours, ils s'emparent de la deuxième ville du pays, Alep. Nous avons libéré tout l'ouest d'Alep. Nous disons aux habitants qu'ils sont en sécurité. Et ça, ce sont les véhicules de l'armée syrienne. Ils sont à nous maintenant. Il n'y a pas vraiment eu d'effusion de sang, c'est-à-dire que ces djihadistes n'ont pas rencontré de franche opposition sur leur route. Il y a eu une débandade, une débâcle et des désertions à tous les étages. J'ai eu quelques contacts, notamment à Alep, où au départ, on se sentait pris entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire avec des islamistes armés qui entraient dans la ville comme on entre dans du beurre, hein, pardonnez-moi l'expression, et en même temps des bombardements, dans un premier temps, qui étaient des bombardements de l'armée russe. Puis tout à coup, ces bombardements se sont interrompus, ce qui a facilité le travail, évidemment, à cette colonne de djihadistes. Encore une fois, à partir du moment où la Russie est occupée ailleurs, l'Iran est considérablement affaibli par la perte de ses affidés libanais du Hezbollah et la Syrie qui est elle-même exténuée sur le plan notamment social et économique, eh bien ils se disent c'est maintenant ou jamais. Et donc ils s'engouffrent dans cette brèche-là. En 8 jours, les combattants islamistes progressent et s'emparent des grandes villes. Hama, Homs, jusqu'à la capitale, Damas. Fin de matinée dimanche, les équipes de TF1 LCI sont les premières arrivées sur place. François-Xavier Ménage filme sa progression avec les rebelles. Ici aux portes de Damas, un exemple parmi tant d'autres pour montrer la débandade de l'armée des loyalistes. Vous voyez ici ce véhicule militaire qui a été incendié. Il est lourdement armé ce véhicule et juste à côté vous avez des bases militaires où pareil des endroits ont été incendiés, des documents confidentiels ont été volés par les rebelles qui prennent donc possession de cette zone stratégique. Il faut rappeler aussi que certains rebelles nous ont dit tout à l'heure que désormais c'est une Syrie libre qui allait voir le jour et c'est évidemment, il faut faire attention, c'est évidemment l'avenir qui le dira. Il y a aussi sur cette route des Syriens qui eux quittent le pays pour se rendre au Liban. Ce sont, on l'imagine, des pro-Bachar el-Assad et ils ne se sentent pas en sécurité. Donc de la nuance ici en ce dimanche. Les habitants ont sorti leur téléphone. Ce 8 décembre est à immortaliser. Partout dans la ville, la population s'acharne sur les statues de la dynastie baasiste.
Ça, c'est la statue du père de Bachar el-Assad. On l'a cassée. La Syrie, enfin libérée. La joie, partout en Syrie. Jusqu'à Raqqa, l'ancienne capitale de Daesh. Notre reporter, Gwendoline de Bono, raconte en exclusivité pour LCI ces scènes de liesse. Une Syrie libre, tous. On remercie les rebelles qui sont arrivés sur Damas. Il y a une émotion extrêmement intense ici. Ils nous ont voilà, c'est terminé. Les 50 ans de tyrannie du régime Bachar el-Assad et de son père, Hafez al-Assad, sont terminés. Il y a une joie intense ici à Raqqa. On voit les drapeaux, le drapeau de l'armée syrienne libre. Très vite, les regards se tournent vers le lieu qui symbolise toute la barbarie du régime, la prison de Sadnaya. En quelques heures, elle est prise d'assaut par des familles qui cherchent des preuves de vie de leurs proches dans ces documents abandonnés. Notre correspondant sur place a pu filmer ces cellules où se trouvaient des prisonniers. Les rebelles ont laissé sortir tous les occupants. Certains sont blessés et ne peuvent plus marcher comme cet homme. D'autres crient leur identité sans comprendre ce qu'il se passe. Bachar est parti. Il faut imaginer qu'on a retrouvé dans ces cellules des gens qui avaient perdu la mémoire, des gens qui imaginaient encore que Hafez el-Assad, c'est-à-dire le propre père de Bachar el-Assad, était au pouvoir en Syrie. Les forces de HTS essaient de trouver des tunnels cachés, des salles dont ils ne trouvent pas encore l'accès dans les sous-sols de la prison où auraient été pratiquées pendant plusieurs dizaines d'années des tortures. C'est une prison en fait qui ressemble beaucoup au camp de concentration. Les pressoirs, on mettait les cadavres et on exerçait une énorme pression pour qu'ils soient complètement aplatis et pour qu'ils soient drainés de leur sang. En fait, c'est des méthodes, mais qui vont au-delà du crime. En fait, c'est le mal incarné. En fait, ce régime-là. Un demi-siècle de règne et de terreur. Il y a d'abord le père, Hafez al-Assad, arrivé au pouvoir par un putsch en 1970. Son fils Bachar lui succède 30 ans après. En 2011, le jeune dirigeant réprime dans le sang l'insurrection syrienne. À partir des années 2010, il a peut-être entraîné la mort de 1 demi-million de Syriens. 6 millions de personnes ont été déplacées dans son propre pays. 6 millions d'autres Syriens ont pris la fuite en Turquie, au Liban notamment. Aujourd'hui, Bachar el-Assad est aussi en exil. Le dictateur a fui la Syrie et s'est réfugié à Moscou. Un homme incarne désormais le nouveau pouvoir à Damas, Abu Mohamed al-Jolani. Le chef militaire du groupe islamiste HTS, pour Hayat Tahrir al-Sham, a pris la tête de la coalition rebelle. Dans la capitale, il est accueilli en héros. Il prononce son tout premier discours officiel dans la mosquée des Omeyyades. Bachar a transformé la Syrie en une ferme pour cultiver les ambitions iraniennes. Il a répandu le sectarisme et divisé les communautés syriennes. La mosquée d'Al-Omeyyade, c'était la mosquée où Bachar el-Assad aussi prononçait des discours et où il allait à la prière après la fête de l'Aïd. C'était la meilleure tribune pour Jolani pour dire « Je suis le maître aujourd'hui et j'utilise ce lieu hautement symbolique dans l'imaginaire même des Syriens pour parler de son programme. » Je pense qu'il veut à la fois marquer une légitimité, je dirais, sacrée, religieuse, et en même temps, il tient un discours éminemment politique. D'origine saoudienne, al-Jolani est un djihadiste de la première heure. Le voici à 24 ans, en Irak. Les États-Unis viennent de l'arrêter. Il passe 5 ans en prison, où il noue des liens avec les futurs cadres de l'État islamique. À sa sortie,
la guerre civile éclate en Syrie. Ils fondent l'organisation Al-Nosra, affiliée à Al-Qaïda. Pourtant, dans cette autre vidéo tournée 2 ans plus tôt, il dit prendre ses distances avec le djihad islamique et crée le groupe HTS. Il s'empare de la province d'Idlib et revendique un islamisme nationaliste, sans volonté d'expansion. Jolani a fait un peu son rebranding, il a retourné sa veste, il veut nous faire oublier qu'il a fait partie des durs d'Al-Qaïda. En fait, c'était leur djihadiste qui a le plus exercé des exactions, que ce soit contre des opposants ou bien contre des prisonniers aussi qui étaient tombés entre ses mains. Mais aujourd'hui, on a l'impression que son pragmatisme peut-être est supérieur à sa radicalité. Allahu Akbar. Entrée dans la ville de Latakia, accueil de la part des civils. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Quel accueil. Autre motif d'inquiétude pour l'Occident, la présence dans les rangs d'HTS de djihadistes étrangers. Au point d'avis de Hama. Sur ces images publiées par le journaliste Wassim Nasr, plusieurs convois de combattants rebelles. À bord de ces jeeps se trouvent des Français qui ont participé à l'offensive. Même les chrétiens ils sont heureux. Même les chrétiens ils célèbrent. Alhamdulillah. Jour de dimanche, jour de messe. Wallah. Wallah. Une dizaine, quinzaine auraient été identifiés dans les troupes combattantes qui ont convergé vers Damas. Mais de toute façon, en soi, c'est une vraie menace. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la DGSE, les services secrets français extérieurs, surveillent tout ça comme le lait sur le feu, avec une coopération étroite avec les services secrets turcs. Avant l'offensive éclair, 116 djihadistes français étaient positionnés à Idlib, le bastion des rebelles, au nord-ouest de la Syrie. Une cinquantaine appartient à une brigade créée par Omar Homsen, un ancien braqueur niçois devenu recruteur de djihadistes. Certains de ces hommes sont en Syrie depuis plus de 10 ans. Là, il y a un sujet d'inquiétude dans la mesure où ces gens sont aguerris au combat et ils ont épousé l'idéologie totalement fondamentaliste religieuse de HTS. Ça, c'est le premier sujet. Le second, il concerne celles et ceux qui ont été emprisonnés par les Kurdes, notamment dans le camp de Al-Hol au nord de la Syrie. On estime qu'il y a à peu près 150 à 200 Français qui sont dans ces geôles kurdes. Il y a une problématique qui est évidemment liée à l'état de chaos généralisé qui pourrait s'emparer de la Syrie et qui ferait en sorte qu'à un moment donné, ces Kurdes n'aient plus les moyens de protéger ces cellules. Pour rassurer les puissances étrangères et la population syrienne, Al-Jolani multiplie les messages d'apaisement. Les rebelles ont mis en place un gouvernement de transition. Ils appellent les Syriens en exil à revenir au pays. Dans un autre déplacement à la mosquée, Al-Jolani insiste sur sa volonté d'unifier le pays. Il n'y a rien de plus grand que d'œuvrer à la réunification du peuple syrien. Le régime a divisé et séparé le peuple. Il faut reconnaître, c'est sans doute à mettre au crédit d'une habileté politique que, dans les premiers temps en tout cas, il n'a pas commis de faute de quart. C'est-à-dire qu'il a été très habile dans sa communication, il a donné des gages, il a mis en valeur le fait que dans son micro-califat de Idlib, son application de la charia était certes ferme, mais n'était pas, je dirais, aussi écrasante qu'à l'époque de l'État islamique. Il faut regarder ce qui s'est passé dans les villes qui ont été administrées par ces forces. Et on voit qu'il y a eu un débat très musclé et qui a parfois été sanglant entre ceux qui sont les plus radicaux et ceux qui veulent quelque chose de plus modéré qu'on appellera l'islamisme modéré. Et ça s'est pas toujours bien passé. Il y a des décisions qui ont été prises par lui, qui ont été contestées, il y a eu des tueries, même si c'est très local. Donc comment il arrivera au niveau national à gérer cela? Alors là, personne ne le sait. Car la Syrie est morcelée. Plusieurs forces se partagent le territoire. Envers au centre, les forces rebelles dominées par HTS. À l'est, les Kurdes. La minorité alaouite du camp Assad à l'ouest. Et des poches de résistance de l'État islamique. Je pense que le calcul de l'État islamique, avec lequel Jolani avait spectaculairement rompu d'ailleurs, c'est de dire
nous avons un profit immense à tirer du chaos. Le chaos peut leur permettre effectivement de réactiver ces cellules par des attentats qui peuvent viser aussi bien le nouvel exécutif, dont on entrevoit à peine les contours aujourd'hui, mais aussi les partenaires internationaux. Dans les jours qui viennent, il faut surveiller de très près les camps de prisonniers, plusieurs milliers de djihadistes du côté des Kurdes. Évidemment, une opération de Daesh pourrait consister à les libérer, ces milliers de djihadistes, pour les enrégimenter en quelque sorte. Évidemment, les Américains veillent sur cela comme le lait sur le feu. Est-ce que Trump aura la même vigilance? On n'en est pas sûr. Pour lutter contre l'État islamique, les Occidentaux s'appuient sur les forces armées kurdes. Aujourd'hui, cette communauté regroupée au nord de la Syrie se sent menacée, car le nouveau pouvoir à Damas est soutenu par la Turquie et son président Recep Tayyip Erdogan. La hantise d'Erdogan, c'est que les Kurdes puissent avoir une certaine forme d'indépendance, d'autonomie au nord-est de la Syrie. Et ce qui l'intéresse le plus, c'est qu'il y ait toujours une force qui contrebalance la force des Kurdes et leur présence au nord de la Syrie. L'arrivée des islamistes au pouvoir bouleverse les rapports de force dans la région. Allahu Akbar, les Russes, c'est les Russes, frère. La Russie, alliée de Bachar al-Assad, évacue certaines bases militaires, comme le montre cette vidéo recueillie par le journaliste Wassim Nasr. Aujourd'hui, la Russie ne peut plus et n'a plus les moyens, surtout, de garder toutes ces bases. Déjà, après la guerre en Ukraine, et ils ont retiré beaucoup de leurs vaisseaux, surtout à Latakia et au nord de la Syrie, sur le littoral au nord de la Syrie. La vision stratégique de Poutine, c'était à terme de pouvoir remplacer les Américains en Méditerranée. C'est pour ça aussi que Poutine a sauvé le régime de Bachar. Et là, il est en passe de perdre. Donc, c'est un camouflet stratégique, politique, psychologique. Alors que les Russes quittent le pays, Israël frappe les intérêts militaires de la Syrie. Plusieurs centaines de raids aériens ont été menés par l'État hébreu. Israël s'est très vite, là aussi, engouffré dans une brèche par des frappes intenses, non seulement sur des arsenaux, y compris des arsenaux chimiques, mais en réalité, on sent bien qu'ils veulent anéantir, ils veulent annihiler le potentiel militaire. Parce qu'ils redoutent évidemment l'usage qui pourrait en être fait par les maîtres de demain. Al-Jolani a laissé au placard son treillis militaire. Il promet de mettre en place un état de droit. La Constitution est suspendue pour 3 mois, le temps pour le nouveau gouvernement de réfléchir à l'avenir de la Syrie. Dans ce pays où il y a quand même un degré d'instruction qui est assez important, un degré de culture assez important aussi. Il y a beaucoup de Syriens qui peuvent demain prendre le pouvoir à la place des djihadistes et j'espère que c'est eux qui vont gouverner dans l'avenir. Il ne faut pas s'attendre en Syrie à voir apparaître une gentille république islamique, souriante et très, très tolérante. Si on essaye simplement d'avoir 2 hypothèses, une rose pâle et une noire, l'hypothèse noire, c'est la descente dans le chaos, justement à cause des rivalités entre les groupes. Et puis l'autre scénario, qui est peut-être trop rose pour être crédible, c'est celui d'une Syrie, je dirais, fédéralisée. Est-ce qu'on aura la Somalie ? Est-ce qu'on aura la Libye? Ou est-ce qu'on aura un nouveau modèle où cette fois-ci les communautés vont vivre ensemble? Personne ne sait, mais toutes les options sont sur la table.